Chapitre 28. Quand je reviens à la vie, mon visage était mouillé, mais mouillé de larmes. Combien dura cet état d'insensibilité, je ne saurais le dire. Je n'avais plus aucun moyen de me rendre compte du temps. Jamais solitude ne fut semblable à la mienne, jamais abandon si complet. Après ma chute, j'avais perdu beaucoup de sang, je m'en sentais inondée. Ah, combien je regrettais de n'être pas mort et que ce fût encore à faire, je ne voulais plus penser. Je chassais toute idée et, vaincu par la douleur, je me roulai près de la paroi opposée. Déjà, je sentais l'évanouissement me reprendre, et avec lui, l'anéantissement suprême, quand un bruit violent vint frapper mon oreille. Il ressemblait au roulement prolongé du tonnerre, et j'entendis les ondes sonores se perdre peu à peu dans les lointaines profondeurs du gouffre. D'où provenait ce bruit? De quelque phénomène sans doute, qui s'accomplissait au sein du massif terrestre. L'explosion d'un gaz ou la chute de quelque puissante assise du globe. J'écoutais encore. Je voulus savoir si ce bruit se renouvellerait. Un quart d'heure se passa. Le silence régnait dans la galerie. Je n'en entendais même plus les battements de mon cœur. Tout à coup, mon oreille appliquée par hasard sur la muraille crut surprendre des paroles vagues, insaisissables, lointaines. Je tressaillis. C'est une hallucination, pensai-je. Mais non. En écoutant avec plus d'attention, j'entendis réellement un murmure de voix. Mais de comprendre ce qui se disait, c'est ce que ma faiblesse ne me permit pas. Cependant, on parlait. J'en étais certain. J'eus un instant la crainte que ces paroles ne fussent les miennes, rapportées par un écho. Peut-être avais-je crié à mon insu. Je fermai fortement les lèvres et j'appliquai de nouveau mon oreille à la paroi. Oui, certes, on parle, on parle. Ah, me portant même à quelques pieds plus loin le long de la muraille, j'entendis distinctement, je parvins à saisir des mots incertains, bizarres, incompréhensibles. Il m'arrivait comme s'ils eussent été prononcés à voix basse, murmurés pour ainsi dire. Le mot Forlered était plusieurs fois répété avec un accent de douleur. Que signifie-t-il? Qui le prononçait? Mon oncle ou Hans, évidemment, mais si je les entendais, ils pouvaient donc m'entendre. À moi. Criai-je de toutes mes forces, à moi. J'écoutai, j'épiai dans l'ombre une réponse, un cri, un soupir. Rien ne se fit entendre. Quelques minutes se passèrent. Tout un monde d'idées avait éclos dans mon esprit. Je pensais que ma voix affaiblie ne pouvait arriver jusqu'à mes compagnons. Car ce sont eux, répétai-je, quels autres hommes seraient enfouis à 30 lieues sous terre. Je me remis à écouter. En promenant mon oreille sur la paroi, je trouvai un point mathématique où les voix paraissaient atteindre leur maximum d'intensité. Le mot « Förlared » revint encore à mon oreille, puis ce roulement de tonnerre qui m'avait tiré de ma torpeur. Non, dis-je, non. Ce n'est point à travers le massif que ces voix se font entendre. La paroi est faite de granit et elle ne permettrait pas à la plus forte détonation de la traverser. Ce bruit arrive par la galerie même. Il faut qu'il y ait là un effet d'acoustique tout particulier. J'écoutai de nouveau, et cette fois, j'entendis mon nom distinctement jeté à travers l'espace. C'était mon oncle qui le prononçait. Il causait avec le guide, et le mot Forlored était un mot danois. Alors je compris tout. Pour me faire entendre, il fallait précisément parler le long de cette muraille qui servirait à conduire ma voix comme le fit conduire l'électricité. Mais je n'avais pas de temps à perdre, que mes compagnons se fussent éloignés de quelques pas et le phénomène d'acoustique eût été détruit. Je m'approchai donc de la muraille et je prononçai ces mots aussi distinctement que possible. Mon oncle Lidenbrock. J'attendis dans la plus vive anxiété. Le son n'a pas une rapidité extrême. La densité de couches d'air n'accroît même pas sa vitesse, elle n'augmente que son intensité. Quelques secondes des siècles se passèrent, et enfin ces paroles arrivèrent à mon oreille. « Axel, Axel, laisse-toi !»« Oui, oui, répondis-je. Mon enfant, où es-tu? Perdu dans la plus profonde obscurité. Mais ta lampe, éteinte, et le ruisseau, disparu. Axel, mon pauvre Axel, reprends courage. Attendez un peu, je suis épuisé, je n'ai plus la force de répondre, mais parlez-moi. Courage, reprit mon oncle. Ne parle pas, écoute-moi, nous t'avons cherché en remontant et en descendant la galerie, impossible de te retrouver. Ah, je t'ai bien pleuré, mon enfant, enfin, te supposant toujours sur le chemin de Hans-Bach, nous sommes redescendus en tirant des coups de fusil. Maintenant, si nos voix peuvent se réunir, pur effet d'acoustique.
Nos mains ne peuvent se toucher. Mais ne te désespère pas, Axel. C'est déjà quelque chose de s'entendre. Pendant ce temps, j'avais réfléchi. Un certain espoir vague encore me revenait au cœur. Tout d'abord, il y avait une chose qu'il m'importait de connaître. J'approchai donc mes lèvres de la muraille et je dis « Mon oncle? Mon enfant ?» me fut-il répondu après quelques instants. « Il faut d'abord savoir quelle distance nous sépare. Cela est facile. Vous avez votre chronomètre? Oui. Eh bien, prenez-le, prononcez mon nom et en notant exactement la seconde où vous parlerez. Je le répéterai dès qu'il me parviendra et vous observerez également le moment précis auquel vous arrivera ma réponse. Bien. Et la moitié du temps, compris entre ma demande et ta réponse, indiquera celui que ma voix emploie pour arriver jusqu'à toi. C'est cela, mon oncle. Es-tu prêt? Oui. Eh bien, fais attention, je vais prononcer ton nom. J'appliquai mon oreille sur la paroi et dès que le mot Axel me parvint, je répondis immédiatement Axel, puis j'attendis. 40 secondes, dit alors mon oncle, il s'est écoulé 40 secondes entre les deux mots. Le son met donc 20 secondes à monter. Or, à 1020 pieds par seconde, cela fait 20 400 pieds ou une lieue et demie et un huitième. Une lieue et demie, murmurai-je. Eh, cela se franchit, Axel. Mais faut-il monter ou descendre? Descendre, et voici pourquoi. Nous sommes arrivés à un vaste espace auquel aboutissent un grand nombre de galeries. Celle que tu as suivie ne peut manquer de t'y conduire, car il semble que toutes ces fentes, ces fractures du globe rayonnent autour de l'immense caverne que nous occupons. Relève-toi donc et reprends ta route. Marche, traîne-toi s'il le faut, glisse sur les pentes rapides et tu trouveras nos bras pour te recevoir au bout du chemin. En route, mon enfant, en route. Ces paroles me ranimèrent. Adieu, mon oncle, m'écriai-je. Je pars. Nos voix ne pourront plus communiquer entre elles, du moment que j'aurai quitté cette place. Adieu donc. Au revoir, Axel. Tels furent les derniers mots que j'entendis. Cette surprenante conversation faite au travers de la masse terrestre, échangée à plus d'une lieue de distance, se termina sur ces paroles d'espoir. Je fis une prière de reconnaissance à Dieu, car il m'avait conduit, parmi ces immensités sombres, au seul point peut-être où la voix de mes compagnons pouvait me parvenir. Cet effet acoustique très étonnant s'expliquait facilement par les seules lois physiques. Il provenait de la forme du couloir et de la conductibilité de la roche. Il y a bien des exemples de cette propagation de sons non perceptibles aux espaces intermédiaires. Je me souviens qu'à maints endroits, ce phénomène fut observé, entre autres, dans la galerie intérieure du dôme de Saint Paul à Londres, et surtout au milieu de ces curieuses cavernes du Sicile, c'est l'atomie située près de Syracuse, dont la plus merveilleuse en ce genre est connue sous le nom de raie d'Énie. Ces souvenirs me revinrent à l'esprit, et je vis clairement que puisque la voix de mon oncle arrivait jusqu'à moi, aucun obstacle n'existait entre nous. En suivant le chemin du son, je devais logiquement arriver comme lui, si les forces ne me trahissaient pas. Je me levai donc. Je me traînais plutôt que je ne marchais. La pente était assez rapide et je me laissai glisser. Bientôt la vitesse de ma descente s'accrut dans une effrayante proportion, en menaçant de ressembler à une chute. Je n'avais plus la force de m'arrêter. Tout à coup, le terrain manqua sous mes pieds. Je me sentis rouler en rebondissant sur les aspérités d'une galerie verticale, un véritable puits. Ma tête porta sur un roc aigu et je perdis connaissance. Chapitre 29. Lorsque je revins à moi, j'étais dans une demi-obscurité, étendue sur d'épaisses couvertures. Mon oncle veillait et épiant sur mon visage un reste d'existence. À mon premier soupir, il me prit la main. À mon premier regard, il poussa un cri de joie. « Ivy !» s'écria-t-il. « Oui !» répondis-je d'une voix faible. « Mon enfant, dit mon oncle en me serrant sur sa poitrine, te voilà sauvé. » Je fus vivement touché de l'accent dont furent prononcées ces paroles et plus encore des soins qui les accompagnèrent. Mais il fallait de telles épreuves pour provoquer chez le professeur un pareil épanchement. En ce moment, Hans arriva et vit ma main dans celle de mon oncle. J'ose affirmer que ses yeux exprimèrent un vif contentement. « Goddag, dit-il. « Bonjour, Hans, bonjour, murmurai-je. Et maintenant, mon oncle, apprenez-moi où nous sommes en ce moment.
Demain, Axel, demain. Aujourd'hui, tu es encore trop faible. J'ai entouré ta tête de compresses qu'il ne faut pas te déranger. Dors donc, mon garçon, et demain tu sauras tout. Mais au moins, repris-je, quelle heure, quel jour est-il? 11 heures du soir, c'est aujourd'hui dimanche 9 août, et je ne te permets plus de m'interroger avant le 10 du présent mois. En vérité, j'étais bien faible, et mes yeux se fermèrent involontairement. Il me fallait une nuit de repos. Je me laissai donc assoupir sur cette pensée que mon isolement avait duré 4 longs jours. Le lendemain, à mon réveil, je regardai autour de moi. Ma couchette, faite de toutes les couvertures de voyage, se trouvait installée dans une grotte charmante, ornée de magnifiques stalagmites, et dont le sol était recouvert d'un sable fin. Il y régnait une demi-obscurité, aucune torche, aucune lampe n'était allumée. Cependant, certaines clartés inexplicables venaient du dehors, en pénétrant par une étroite ouverture de la grotte. J'entendais aussi un murmure vague et indéfini, semblable au gémissement des flots qui se brisent sur une grève, et parfois les sifflements de la brise. Je me demandais si j'étais bien éveillée, si je rêvais encore, si mon cerveau fêlé dans ma chute ne percevait pas des bruits purement imaginaires. Cependant, ni mes yeux ni mes oreilles ne pouvaient se tromper à ce point. C'est un rayon du jour, pensai-je, qui se glisse par cette fente de rochers. Voilà bien le murmure des vagues. Voilà le sifflement de la brise. Est-ce que je me trompe ou sommes-nous revenus à la surface de la terre? Mon oncle a-t-il donc renoncé à son expédition ou l'aurait-il heureusement terminée? Je me posais ces insolubles questions quand le professeur entra. Bonjour Axel, fit-il joyeusement. Je gagerais volontiers que tu te portes bien. Mais oui, dis-je en me redressant sur les couvertures. Cela devait être car tu as tranquillement dormi. Hans et moi, nous t'avons veillé tour à tour et nous avons vu ta guérison faire des progrès sensibles. En effet, je me sens regardie. Et la preuve, c'est que je ferai honneur au déjeuner que vous voudrez bien me servir. Tu mangeras, mon garçon, la fièvre t'a quitté. Hans a frotté tes plaies avec je ne sais quel onguent dont les Islandais ont le secret et elles se sont cicatrisées à merveille. C'est un fier homme que notre chasseur. Tout en parlant, mon oncle a prêté quelques aliments et que je dévorai, malgré ses recommandations. Pendant ce temps, je l'accablai de questions auxquelles il s'empressa de répondre. J'appris alors que ma chute providentielle m'avait précisément amené à l'extrémité d'une galerie presque perpendiculaire. Comme j'étais arrivé au milieu d'un torrent de pierre, dont la moins grosse suffit à m'écraser. Il fallait en conduire qu'une partie du massif avait glissé avec moi. Cet effrayant véhicule me transporta ainsi jusque dans les bras de mon oncle, où je tombai sanglant, inanimé. Véritablement, me dit-il, il est étonnant que tu ne te sois pas tué 1000 fois. Mais pour Dieu, nous nous séparons plus, car nous risquerons de ne jamais nous revoir. Nous nous séparons plus. Le voyage n'était donc pas fini? J'ouvris de grands yeux étonnés, ce qui provoqua immédiatement cette question. Qu'as-tu donc, Axel? Une demande à vous adresser. Vous dites que me voilà sain et sauf, sans doute. J'ai tous mes membres intacts, certainement, et ma tête, ta tête, sauf quelques contusions, est parfaitement à sa place sur tes épaules. Eh bien, j'ai peur que mon cerveau ne soit dérangé. Dérangé? Oui, nous ne sommes pas revenus à la surface du globe? Non, certes. Alors il faut que je sois fou, car j'aperçois la lumière du jour. J'entendis le bruit du vent qui souffle et de la mer qui se brise. Ah, n'est-ce que cela? M'expliquerez-vous? Je ne t'expliquerai rien car c'est inexplicable, mais tu verras et tu comprendras que la science géologique n'a pas encore dit son dernier mot. Sortons donc, m'écriai-je, en me levant brusquement. Non, Axel, non, le grand air pourrait te faire du mal. Le grand air? Oui, le vent est assez violent, je ne veux pas que tu t'exposes ainsi, mais je vous assure que je me porte à merveille. Un peu de patience, mon garçon, une rechute nous mettrait dans l'embarras et il ne faut pas perdre de temps car la traversée peut être longue. La traversée? Oui, repose-toi encore aujourd'hui et nous nous embarquerons demain. Nous embarquer? Ce dernier mot me fit bondir. Quoi, nous embarquer? Avions-nous donc un fleuve, un lac, une mer à notre disposition? Un bâtiment était-il mouillé dans quelque port antérieur? Ma curiosité fut excitée au plus haut point. Mon oncle essaya vainement de me retenir. Quand il vit que mon impatience me ferait plus de mal que la satisfaction de mes désirs, il céda. Je m'habillai rapidement. Par surcroît de précaution, je m'enveloppai
de l'une des couvertures et je sortis de la grotte. Chapitre 30. D'abord je ne vis rien. Mes yeux déshabitués de la lumière se fermèrent brusquement. Lorsque je pus les rouvrir, je demeurai encore plus stupéfait qu'émerveillé. « La mer !» m'écriai-je. « Oui, répondit mon oncle, la mer Lidenbrock. Et, j'aime à le croire, aucun navigateur ne me disputera l'honneur de l'avoir découverte et le droit de la nommer de mon nom. Une vaste nappe d'eau, le commencement d'un lac ou d'un océan, s'étendait au-delà des limites de la vue. Le rivage, largement échancré, offrait aux dernières ondulations des vagues un sable fin, doré, parsemé de ces petits coquillages où vécurent les premiers êtres de la création. Les flots s'y brisaient avec ce murmure sonore, particulier au milieu clos et immense. Une légère écume s'envolait au souffle d'un vent modéré. Quelques embruns m'arrivaient au visage. Sur cette grève légèrement inclinée, à 100 toises environ de la lisière des vagues, venaient mourir les contreforts de roches énormes qui montaient en s'évasant à une incommensurable hauteur. Quelques-uns déchiraient le rivage de leur arête aiguë, formaient des caps et des promontoires rongés par la dent du ressac. Plus loin, l'œil suivait leur masse nettement profilée sur les fonds brumeux de l'horizon. C'était un océan véritable, avec le contour capricieux des rivages terrestres, mais déserts, et d'un aspect effroyablement sauvage. Si mes regards pouvaient se promener au loin sur cette mer, c'est qu'une lumière spéciale en éclairait les moindres détails. Non pas la lumière du soleil avec ses faisceaux éclatants et l'irradiation splendide de ses rayons, ni la lueur pâle et vague de l'astre des nuits, qui n'est qu'une réflexion sans chaleur. Non, le pouvoir éclairant de cette lumière, sa diffusion tremblotante, sa blancheur claire et sèche, le peu d'élévation de sa température, son éclat supérieur en réalité à celui de la lune, accusait évidemment une origine électrique. C'était comme une aurore boréale, un phénomène cosmique continu qui remplissait cette caverne capable de contenir un océan. La voûte suspendue au-dessus de ma tête, le ciel si l'envieux semblait fait de grands nuages, vapeurs mobiles et changeantes, qui par l'effet de la condensation devaient à de certains jours se résoudre en pluie torrentielle. J'aurais cru que, sous une pression aussi forte de l'atmosphère, l'évaporation de l'eau ne pouvait se produire, et cependant, par une raison physique qui m'échappait, il y avait de larges nuées étendues dans l'air. Mais alors il faisait beau. Les nappes électriques produisaient d'étonnants jeux de lumière sur les nuages très élevés. Des ombres vives se dessinaient à leur volute inférieure et souvent entre deux couches disjointes, un rayon se glissait jusqu'à nous avec une remarquable intensité. Mais en somme, ce n'était pas le soleil, puisque la chaleur manquait à sa lumière. L'effet en était triste, souverainement mélancolique. Au lieu d'un firmament brillant d'étoiles, je sentais par-dessus ces nuages une voûte de granit qui m'écrasait de tout son poids. Et cet espace n'eût pas suffi, tout immense qui fut à la promenade du moins ambitieux des satellites. Je me souviens alors de cette théorie d'un capitaine anglais qui assimilait la Terre à une vaste sphère creuse, à l'intérieur de laquelle l'air se maintenait lumineux par suite de sa pression. Tandis que deux astres, Pluton et Proserpine, y traçaient leur mystérieuse orbite, aurait-il dit vrai. Nous étions réellement emprisonnés dans une énorme excavation. Sa largeur, on ne pouvait la juger, puisque le rivage allait s'élargissant à perte de vue, ni sa longueur, car le regard était bientôt arrêté par une ligne d'horizon un peu indécise. Quant à sa hauteur, elle devait dépasser plusieurs lieues. Où cette voûte s'appuyait sur ses contreforts de granit, l'œil ne pouvait l'apercevoir, mais il y avait un tel nuage suspendu dans l'atmosphère dont l'élévation devait être estimée à 2000 toises, altitude supérieure à celle de vapeur terrestre et due sans doute à la densité considérable de l'air. Le mot caverne ne rend évidemment pas ma pensée pour peindre cet immense milieu. Mais les mots de la langue humaine ne peuvent suffire à qui se hasarde dans les abîmes du globe. Je ne savais pas d'ailleurs par quel fait géologique un refroidissement du globe avait-il donc pu la produire. Je connaissais bien par les récits des voyageurs certaines cavernes célèbres, mais aucune ne présentait de telles dimensions. Si la grotte de Guachara, en Colombie, visitée par M. de Humboldt,
n'avait pas livré le secret de sa profondeur au savant qui l'a reconnu sur un espace de 2 500 pieds, elle ne s'étendait vraisemblablement pas beaucoup au-delà. L'immense caverne du Mammouth, dans le Kentucky, offrait bien des proportions gigantesques puisque sa voûte s'élevait à 500 pieds au-dessus d'un lac insondable et que des voyageurs la parcoururent pendant plus de 10 lieues sans rencontrer la fin. Mais qu'étaient ces cavités auprès de celles que j'admirais alors avec son ciel de vapeur, ses irradiations électriques et une vaste mer renfermée dans ses flancs. Mon imagination se sentait impuissante devant cette immensité. Toutes ces merveilles, je les contemplais en silence. Les paroles me manquaient pour rendre mes sensations. Je croyais assister dans quelques planètes lointaines, Uranus ou Neptune, à des phénomènes dont ma nature terrestrielle n'avait pas conscience. À des sensations nouvelles, il fallait des mots nouveaux et mon imagination ne me les fournissait pas. Je regardais, je pensais, j'admirais avec une stupéfaction mêlée d'une certaine quantité d'effroi. L'imprévu de ce spectacle avait rappelé sur mon visage les couleurs de la santé. J'étais en train de me traiter par l'étonnement et d'opérer ma guérison au moyen de cette nouvelle thérapeutique. D'ailleurs, la vivacité d'un air très dense me ranimait, en fournissant un plus d'oxygène à mes poumons. On concevra sans peine qu'après un emprisonnement de 47 jours dans une étroite galerie, c'était une jouissance infinie que d'aspirer cette brise chargée d'humides émanations salines. Aussi n'eus-je point à me repentir d'avoir quitté ma grotte obscure. Mon oncle, déjà fait à ces merveilles, ne s'étonnait plus. « Te sens-tu la force de te promener un peu » me demanda-t-il. « Oui, certes, répondis-je, et rien ne me sera plus agréable. Eh bien, prends mon bras, Axel, et suivons les sinuosités du rivage. » J'acceptai avec empressement et nous commençâmes à côtoyer cet océan nouveau. Sur la gauche, des rochers abrupts, grimpés les uns sur les autres, formaient un entassement titanesque d'un prodigieux effet. Sur leurs flancs se déroulaient d'innombrables cascades, qui s'en allaient en nappes limpides et retentissantes. Quelques légères vapeurs sautant d'un roc à l'autre marquaient la place des sources chaudes et des ruisseaux coulaient doucement vers le bassin commun, en cherchant dans les pentes l'occasion de murmurer plus agréablement. Parmi ces ruisseaux, je reconnus notre fidèle compagnon de route, le Hansbach, qui venait se perdre tranquillement dans la mer, comme s'il n'eût jamais fait autre chose depuis le commencement du monde. « Il ne manquera désormais, dis-je avec un soupir. « Ben, répondit le professeur, lui ou un autre, qu'importe. » Je trouvai la réponse un peu ingrate. Mais en ce moment, mon attention fut attirée par un spectacle inattendu. À 500 pas, au détour d'un haut promontoire, une forêt haute, touffue épaisse apparut à nos yeux. Elle était faite d'arbres de moyenne grandeur, taillés en parasols réguliers à contours nets et géométriques. Les courants de l'atmosphère ne semblaient pas avoir prise sur leur feuillage, et au milieu des souffles, ils demeuraient immobiles comme un massif de cèdre pétrifié. Je hâtai le pas. Je ne pouvais mettre un nom à ces essences singulières. Ne faisaient-elles point partie des 200 000 espèces végétales connues jusqu'alors et fallait-il leur accorder une place spéciale dans la flore des végétations lacustres? Non. Quand nous arrivâmes sous leur ombrage, ma surprise ne fut plus que de l'admiration. En effet, je me trouvais en présence de produits de la terre, mais taillés sur un patron gigantesque. Mon oncle les appela immédiatement de leur nom. « Ce n'est qu'une forêt de champignons, dit-il, et il ne se trompait pas. Que l'on juge du développement acquis par ces plantes chères au milieu chaud et humide. » Je savais que le Lycoperdon giganteum atteint, suivant Bulliard, 8 à 9 pieds de circonférence, mais il s'agissait ici de champignons blancs hauts de 30 à 40 pieds, avec une calotte d'un diamètre égal. Ils étaient là par milliers. La lumière ne parvenait pas à percer leur épais ombrage, et une obscurité complète régnait sous ces dômes juxtaposés comme les toits ronds d'une cité africaine. Cependant, je voulus pénétrer plus avant. Un froid mortel descendait de ces voûtes charnues.
Pendant une demi-heure, nous errâmes dans ces humides ténèbres, et ce fut avec un véritable sentiment de bien-être que je retrouvai les bords de la mer. Mais la végétation de cette contrée souterraine ne s'en tenait pas à ces champignons. Plus loin s'élevait par groupes un grand nombre d'autres arbres au feuillage décoloré. Ils étaient faciles à reconnaître. C'étaient les humbles arbustes de la terre avec des dimensions phénoménales de lycopodes hauts de 100 pieds, des sigières géantes, des fougères arborescentes grandes comme les sapins des hautes latitudes, des lépidodendrons à tiges cylindriques et bifurquées, terminées par de longues feuilles et hérissées de poils rudes comme de monstrueuses plantes grasses. Étonnant, magnifique, splendide, s'écria mon oncle. Voilà toute la flore de la seconde époque du monde, de l'époque de transition. Voilà ces humbles plantes dont nos jardins qui se faisaient arbres au 1er siècle du globe. Regarde, Axel, admire, jamais botaniste ne s'est trouvé pareil à pareille fête. Vous avez raison, mon oncle. La Providence semble avoir voulu conserver dans cette serre immense ces plantes antédiluviennes que la sagacité des savants a reconstruites avec tant de bonheur. Tu dis bien, mon garçon, c'est une serre, mais tu diras mieux encore en ajoutant que c'est peut-être une ménagerie. Une ménagerie? Oui, sans doute. Vois cette poussière que nous foulons aux pieds, ces ossements éparses sur le sol. Des ossements? M'écriai-je. Oui, des ossements, d'animaux antédiluviens. Je m'étais précipité sur des débris séculaires faits d'une substance minérale indestructible. Note de bas de page, phosphate de chaux. Je mettais sans hésiter un nom à ces os gigantesques qui ressemblaient à des troncs d'arbres desséchés. Voilà la mâchoire inférieure du mastodonte, disais-je. Voilà les molaires du Dinotherium. Voilà un fémur qui ne peut avoir appartenu qu'au plus grand de ces animaux, au Megatherium. Oui, c'est bien une ménagerie car ces ossements n'ont certainement pas été transportés jusqu'ici par un cataclysme. Les animaux auxquels ils appartiennent ont vécu sur les rivages de cette mer souterraine, à l'ombre de ces plantes arborescentes. Tenez, j'aperçois des squelettes entiers, et cependant, dit mon oncle, je ne comprends pas la présence des pareils quadrupèdes dans cette caverne de granit. Pourquoi? Parce que la vie animale n'a existé sur la Terre qu'aux périodes secondaires, lorsque le terrain sédimentaire a été formé par les alluvions, et a remplacé les roches incandescentes de l'époque primitive. Eh bien, Axel, il y a une réponse bien simple à faire à ton objection. C'est que ce terrain-ci est un terrain sédimentaire. Comment? À une pareille profondeur au-dessous de la surface de la Terre. Sans doute. Ce fait peut s'expliquer géologiquement. À une certaine époque, la Terre n'était formée que d'une écorce élastique soumise à des mouvements alternatifs de haut et de bas, en vertu des lois de l'attraction. Il est probable que des affaissements du sol se sont produits et qu'une partie des terrains sédimentaires a été entraînée au fond des gouffres et subitement ouvert. Cela doit être. Mais si des animaux antédiluviens ont vécu dans ces régions souterraines, qui nous dit que l'un de ces monstres n'est pas encore au milieu de ces forêts sombres ou derrière ces rocs escarpés. À cette idée, j'interrogeai non sans effroi les divers points de l'horizon. Mais aucun être vivant n'apparaissait sur ces rivages déserts. J'étais un peu fatigué, j'allais m'asseoir alors à l'extrémité d'un promontoire au pied duquel les flots venaient se briser avec fracas. De là, mon regard embrassait toute cette baie formée par une échancrure de la côte. Au fond, un petit port s'y trouvait ménagé entre les roches pyramidales. Ses eaux calmes dormaient à l'abri du vent. Un brick et 2 ou 3 goélettes auraient pu y mouiller à l'aise. Je m'attendais presque à voir quelques navires sortant toutes voiles dehors et prenant le large sous la brise du sud. Mais cette illusion se dissipa rapidement. Nous étions bien les seules créatures vivantes de ce monde souterrain. Par certaines accalmies du vent, un silence plus profond que les silences du désert descendait sur les rocs arides et pesait à la surface de l'océan. Je cherchais alors à percer des brumes lointaines, à déchirer ce rideau jeté sur le fond mystérieux de l'horizon. Quelle demande se pressait
sur mes lèvres. Où finissait cette mer? Où conduisait-elle? Pourrions-nous jamais en reconnaître les rivages opposés? Mon oncle n'en doutait pas, pour son compte. Moi, je le désirais et je le craignais à la fois. Après 1 heure passée dans la contemplation de ce merveilleux spectacle, nous reprîmes le chemin de la grève pour regagner la grotte. Et ce fut sous l'empire des plus étranges pensées que je m'endormis d'un profond sommeil.